Bonjour à tous. Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui le chapitre 14, altération du génome et cancérisation. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on s'intéresse au cancer? Eh bien, tout simplement parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer représente en 2015 plus de 8,8 millions de morts, c'est-à-dire près d'un décès sur 6 dans le monde est dû à un cancer. Alors bien évidemment, environ 70% de ces cas de décès surviennent dans des pays qui sont à faible revenu ou bien à revenu intermédiaire. On a vu également ensemble que ces décès sont favorisés par un certain nombre de facteurs de risque. Et notamment, un tiers de ces décès sont dus à 5 facteurs principaux, que sont l'indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et bien évidemment la consommation d'alcool. Donc la problématique de ce chapitre, c'est la suivante. On va se demander qu'est-ce qu'un cancer et surtout comment est-ce qu'on peut prévenir sa survenue. Alors, premièrement, on va se demander, on va s'intéresser aux caractéristiques d'un cancer. Et bien évidemment, pour ça, on va commencer à s'intéresser sur la nature et le type des cellules cancéreuses. Alors, ces cellules cancéreuses, sans entrer trop dans les détails, elles ont essentiellement 4 caractéristiques principales. La première, c'est que ces cellules sont immortelles, ce qui signifie qu'à partir du moment où elles ont atteint le stade de cancérisation, eh bien, elles ne rentrent pas dans la voie de mort cellulaire habituelle de toutes les cellules qui composent votre corps. La deuxième caractéristique, c'est que ces cellules sont transformées. Ça signifie qu'elles vont perdre un certain nombre de leurs caractéristiques primaires, d'accord, et elles vont développer d'autres qui sont bien évidemment différentes selon les différents types de cancers auxquels on va s'intéresser. Troisièmement, ces cellules, elles vont proliférer. Autrement dit, elles vont commencer à un moment donné à se multiplier d'une façon anarchique et extrêmement importante. Et à partir du moment où cette prolifération sera très importante, on va obtenir cette dernière caractéristique qui est la mobilité, ce qui signifie qu'elles vont avoir tendance à se déplacer à travers les tissus, d'accord, pour pouvoir former en fait une structure tumorale. Deuxièmement, on va s'intéresser maintenant aux différents types de cancers. Ces cancers sont regroupés dans 2 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les cancers solides. Et ces cancers solides vont eux-mêmes se différencier en 2 types, 2 sous-types. Le premier, ce sont les carcinomes, qui sont essentiellement des cancers qui vont atteindre les cellules épithéliales comme la peau, les muqueuses et les glandes. Et les sarcomes, d'accord, qui vont plutôt toucher des cellules des tissus conjonctifs de soutien. Par exemple, on va parler en fait de cancer des os, d'accord, ou bien des cartilages, ou bien un certain nombre de tissus fibreux connectifs qui sont liés à un certain nombre de muscles. Deuxième grande catégorie de cancers, ce sont ceux qu'on surnomme les cancers liquides. Eux-mêmes sont divisés dans 2 sous-catégories. La première, les leucémies, qui sont des cancers du sang et de la moelle osseuse. Alors, je vous ai indiqué ici sur cette diapositive un certain nombre d'éléments pour comprendre ces leucémies d'une façon un peu plus poussée. À travers, à l'intérieur de vos os, vous avez dans la moelle osseuse un certain nombre en fait, de cellules souches. Ces cellules souches sont à l'origine d'un certain nombre de cellules immunitaires euh, que l'on reverra dans un chapitre, dans le chapitre suivant. Et dans le cas des leucémies, en fait, ces cellules souches, euh, qui sont à un état plutôt immature, elles vont avoir tendance à proliférer dans le sang, d'accord. Et au fur et à mesure qu'elles vont proliférer, eh bien, elles vont empêcher le développement d'un certain nombre d'autres cellules qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, comme les globules rouges qui, vous le savez très bien, transportent l'oxygène, et également les plaquettes qui aident le sang à coaguler. Les lymphomes, quant à eux, sont plutôt des cancers du système lymphatique. Ils vont toucher un certain nombre de ganglions qui sont dispersés à travers l'organisme, mais aussi la rate, le foie ou bien le thymus. On appelle ça des organes lymphoïdes. Vous avez déjà vu ça au collège. Et on reviendra sur ces systèmes lymphatiques dans notre cours d'immunologie dans un chapitre suivant. Globalement, la formation d'un cancer va s'effectuer en 4 étapes. Dans la première étape, on est face à une lésion qu'on appelle précancéreuse, qui contient un certain nombre de cellules qui sont déjà en cours de transformation. Alors attention, leur métabolisme est très peu modifié ou pas du tout, elles ne prolifèrent pas,
Et donc, on a juste affaire à ce qu'on appelle une anomalie cellulaire ou bien une dysplasie. Dans la deuxième étape, on a l'apparition, cette fois-ci, d'une cellule cancéreuse qui va commencer à se multiplier de façon incontrôlée. D'accord ? À ce moment-là, on peut potentiellement voir une tumeur de très petite taille et assez localisée qui va apparaître. Cette étape, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie ou la multiplication cellulaire. Dans la troisième étape, cette tumeur, elle va tout simplement grossir. Alors, certaines de ces cellules cancéreuses, elles vont commencer à quitter l'épithélium et elles vont devenir en fait de plus en plus invasives et donc c'est ce qu'on appelle en fait une tumeur maligne. Enfin, dans la quatrième étape, ces cellules cancéreuses vont avoir tendance à coloniser des nouveaux organes et se multiplier dans des organes dans lesquels elles n'étaient pas présentes à l'origine et donc former ce qu'on appelle des métastases. Alors, ce phénomène de métastase, il s'accompagne d'un deuxième mécanisme qu'on appelle l'angiogénèse. Alors, angiogénèse, ça signifie tout simplement en fait la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Cette création de nouveaux vaisseaux sanguins, en fait, est le résultat de la sécrétion par ces tumeurs d'un certain nombre de facteurs. Alors ici, je vous ai donné l'exemple d'un facteur qu'on appelle le VEGF. Et ces facteurs, en fait, sont des composés naturels de l'organisme qui vont avoir tendance à permettre la croissance et la formation d'un certain nombre de vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins sont nécessaires à la tumeur pour continuer de grossir. Puisqu'elle se multiplie sur un rythme qui est très important, elle va forcément avoir besoin d'un apport de nutriments, d'un apport de dioxygène. Et donc, la façon pour elle de pouvoir être approvisionnée dans ces composés, eh bien, c'est de créer un certain nombre de vaisseaux sanguins qui vont lui permettre en fait de continuer cette croissance tumorale. Deuxièmement, on va maintenant s'intéresser aux origines du développement d'un cancer. Alors, première origine qu'on va explorer, c'est évidemment l'origine génétique. Nous avons déjà vu en TP que, suivant le type de cancer, on a parfois des mutations dans certains gènes qui vont apparaître. Bien évidemment, ces mutations ne sont pas aussi fréquentes d'un organe à l'autre. Alors, pour exemple, ici, je vous ai donné cette figure sur le pourcentage de personnes qui présentent une mutation du gène P53 que nous avions vu en TP chez les patients atteints de différents types de cancers. Et donc, vous pouvez voir qu'en fonction de l'organe qui est impacté, le pourcentage de mutation de ce gène est évidemment différent. Alors, nous avons vu en classe que cette protéine P53, elle a un rôle extrêmement important dans le développement du cancer. On appelle cette protéine, ou le gène qui code cette protéine, un oncogène. Ça signifie qu'en fait, ces gènes sont capables d'augmenter le risque de développer un cancer si, et seulement s'ils sont touchés par un certain nombre de mutations dans leur séquence. Alors, cette expérience de transgénèse, nous l'avons vu en TP. Dans cette expérience, on voit que si on introduit dans le génome de souris des copies supplémentaires de ce fameux gène P53, eh bien, ces souris, si ensuite on les soumet à ce qu'on appelle des agents cancérigènes, donc des agents qui sont connus pour augmenter la fréquence de survenue d'un cancer, eh bien, ces souris qui ont des copies surnuméraires de P53 vont avoir tendance à développer moins facilement des cancers. À l'inverse, des souris témoins qui ont un génome parfaitement normal, eh bien, quand on les soumet à ce même traitement par un agent cancérigène, elles vont avoir tendance, au fur et à mesure du temps, à développer un certain nombre de tumeurs. Cette protéine P53, elle favorise donc l'expression de gènes qui sont censés réparer des dommages cellulaires. Autrement dit, c'est ce que nous avions vu dans notre premier thème, lorsque le système de réparation de l'ADN va détecter une anomalie génétique dans la cellule, cette protéine P53 va avoir un rôle très important. Elle va arrêter le cycle cellulaire et cela va permettre à l'organisme de venir réparer l'anomalie génétique qui a été détectée. En revanche, si cette anomalie est trop importante, autrement dit si le nombre d'anomalies génétiques, de mutations qui sont présentes en un endroit donné du génome est trop importante, eh bien cette protéine P53, elle va déclencher ce qu'on appelle l'apoptose, autrement dit la mort cellulaire programmée de la cellule.
Elle va donc éliminer la totalité de la cellule pour éviter qu'évidemment cette cellule ne se multiplie et donc qu'elle continue à répliquer un matériel génétique qui est anormal. Nous avons également vu que le développement d'un cancer peut être favorisé par ce qu'on appelle une origine environnementale. Et le meilleur exemple pour cela, c'est évidemment en fait le risque relatif de développer un cancer quand on est exposé à la fumée de cigarette, lorsqu'on est non-fumeur. Et donc, on se rend compte que ici, le risque relatif, c'est-à-dire le risque d'être atteint quand on fume, sur le risque d'être atteint quand on ne fume pas, donc c'est bien un rapport qui est donné par les deux, et bien ce risque est très important, essentiellement au niveau d'organes de la sphère ORL, comme les poumons, le larynx, et bien évidemment le pharynx. Et vous pouvez constater que les organes qui sont les moins impactés, évidemment, directement par l'absorption de nicotine ou bien d'éléments qui sont dans les cigarettes, sont forcément moins impactés par le développement potentiel de tumeurs. Et donc, nous avons également vu à travers l'activité que ces cancers sont favorisés par un certain nombre d'autres facteurs environnementaux. On a déjà cité dans notre premier thème l'exposition aux agents mutagènes, les rayons ultraviolets, les rayons X, donc la cigarette dont on vient de parler, l'alcool, l'amiante, mais également par une alimentation qui est trop riche, trop grasse, qui est couplée très souvent à une activité physique qui est trop sédentaire, qui va favoriser donc la prise de foie et évidemment la mauvaise élimination de certains déchets produits par l'organisme qui vont eux-mêmes à leur tour, une fois qu'ils sont accumulés, favoriser le développement d'un certain nombre de mutations. Et pour finir, on a également l'exposition à un certain type d'hormones qu'on n'a pas forcément développé spécifiquement en classe. Dernière origine qu'on pourra citer, c'est l'origine virale. Alors, en France, près de 3% des cancers sont causés par des virus. On en a essentiellement deux qui sont d'intérêt général. Ce qu'on appelle les papillomavirus, les HPV, qui augmentent le risque de cancer du col de l'utérus, et le virus de l'hépatite B, qui favorise le cancer du foie. Et donc, ces deux virus, on peut prévenir les infections par ces virus grâce à la vaccination qui va éviter l'infection et ensuite le risque de cancer. Et donc, je vous donne ici un exemple en fait d'une diminution d'un pourcentage d'infection par le virus HPV au cours d'une campagne de vaccination qui a lieu en 2007 en Australie. Et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on se rend compte que cette contamination virale, elle est en déclin suite à la vaccination contre le HPV. Alors, il est important de noter que ces contaminations virales, elles peuvent essentiellement se produire lors de relations sexuelles non protégées avec des personnes infectées. Et donc, c'est la raison pour laquelle la vaccination, en fait, est extrêmement importante et nous le reverrons dans notre cours d'immunologie sur le chapitre suivant. Dernière partie dans ce cours, les traitements de ces cancers. Premièrement, pour pouvoir traiter un cancer, il faut pouvoir le dépister. Donc, ces dépistages, en fonction du type de cancer, bien évidemment, ne vont pas avoir lieu exactement au même moment. Par exemple, pour le cancer du col de l'utérus, on va avoir tendance à dépister plutôt jeune, environ à partir de 25 ans, mais jusqu'à 65 ans. Pour le cancer du sein, ça va être essentiellement à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. Et puis, pour les cancers colorectaux, à partir d'un âge de 50 ans. L'importance du dépistage, c'est que cela va permettre la détection de tumeurs qui sont encore de très petite taille, d'accord, donc qui sont encore au stade 1 voire 2, et c'est ce qui va en fait permettre de les identifier avant la formation des métastases. Et donc, on va pouvoir mettre en place une action rapide et beaucoup plus ciblée pour permettre un taux de survie qui est plus important. Alors, ces dépistages, on a plusieurs techniques qui existent. Évidemment, de l'imagerie médicale telle que l'échographie ou bien la radiographie. On parle de mammographie, par exemple, pour la détection du cancer du sein, mais également par des analyses sanguines pour identifier de plus en plus ce qu'on appelle des marqueurs oncogéniques. Autrement dit, c'est-à-dire des protéines ou bien des composés qui circulent dans le sang et qui sont indicatifs potentiellement du développement d'un cancer.
Si les moyens de prévention qu'on a mis en place, donc éviter les facteurs de risque, vacciner ou bien dépister précocement, ne suffisent plus, eh bien, on va devoir passer au traitement de ces cancers. Et donc, on distingue essentiellement 3 types de soins selon les objectifs qu'on va viser. Premier soin, on appelle ça des soins curatifs qui vont contribuer tout simplement à guérir le patient. On va avoir des soins qu'on appelle des soins adjuvants qui vont éviter en fait de récidiver si jamais on a réussi à se débarrasser d'un certain nombre de cellules cancéreuses. Et enfin, si par contre le stade de cancer est bien trop avancé et que l'issue ou bien le pronostic du patient est engagé, à ce moment-là, on va parler de soins palliatifs qui vont plutôt soulager les symptômes et la douleur pour prolonger au maximum la durée de vie. Au niveau des soins curatifs, il en existe 4 types essentiellement. Le premier, la chirurgie, elle va avoir tendance à viser l'élimination des tumeurs le plus tôt possible pour être efficace et le moins invasif possible. Donc on va tout simplement, à l'endroit donné de la tumeur, extraire un maximum du matériel de ces cellules tumorales et donc plus on va en enlever et moins on a de chances qu'elles vont avoir tendance à se multiplier et puis à venir coloniser d'autres organes. Cette chirurgie est souvent couplée à un deuxième type de soin qu'on appelle la radiothérapie. Cette radiothérapie, elle a pour but de détruire toutes les cellules cancéreuses pour compléter l'action de cette chirurgie. Alors, cette radiothérapie, elle a des effets qui sont extrêmement destructeurs puisqu'elle n'est pas capable de cibler très spécifiquement uniquement des cellules cancéreuses. Autrement dit, si on applique des rayons, un rayonnement à un organe pour se débarrasser des cellules cancéreuses, eh bien, on va se retrouver à avoir toutes les cellules environnantes qui sont peut-être saines, qui vont également être touchées. Et donc, c'est un soin qui est relativement accompagné en fait d'effets secondaires assez importants. La chimiothérapie, elle va viser à détruire plutôt des cellules cancéreuses qui sont disséminées. C'est-à-dire que quand on est au stade de métastase et qu'on ne peut pas cibler tous les organes en même temps, on va administrer aux patients des drogues qui vont cibler ces cellules bien spécifiquement pour éviter qu'elles ne se divisent encore plus. Et enfin, dernier type de soin qu'on développe, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et cette immunothérapie, qui est une voie en fait de soins assez récent, elle va plutôt avoir tendance à activer ou réactiver le système immunitaire pour pouvoir lutter efficacement contre l'expansion de ces cellules cancéreuses. Alors, si on fait un bref bilan de tout ce chapitre, quand une cellule somatique est soumise à un certain nombre de facteurs de risque, comme des agents mutagènes, certains virus ou bien certaines prédispositions génétiques, on peut avoir l'apparition dans le génome d'une mutation. Cette mutation, au cours des divisions cellulaires, va avoir tendance à accélérer l'expansion et la multiplication de ces cellules. Et donc, au bout d'un moment, on va se retrouver avec un nombre de cellules qui contiennent ces mutations qui sont extrêmement importantes. Cet amas de cellules cancéreuses, c'est ce qu'on appelle une tumeur. À partir d'un certain stade, ces tumeurs vont se délocaliser des tissus dont elles sont originelles et elles vont avoir tendance à migrer vers d'autres organes. C'est ce qu'on appelle les cancers métastatiques. Alors, on peut se protéger de ces premières étapes en évitant l'exposition aux agents mutagènes ou bien en se faisant vacciner contre certains virus à risque, comme le HPV ou bien les hépatites. On peut également tenter la détection des cancers le plus tôt possible. C'est ce qu'on appelle le dépistage par des examens de contrôle des tissus qui sont à risque ou bien le dosage de certains marqueurs dans le sang. Si ces étapes ne suffisent pas et que le stade cancéreux est plus avancé, on va mettre en place un certain nombre de traitements. Donc ces traitements, ils sont au nombre de 4, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'immunothérapie, qu'on va combiner d'une certaine façon en fonction des organes qui sont touchés et de l'état d'avancement du patient. Voilà pour ces quelques éléments additionnels sur le chapitre 14. Bon travail à tous et à bientôt.